Eh bien, bonjour tout le monde pour cette 16e séance, me semble-t-il. Oui, il me semble 30 août avec cette 16e séance. On va continuer à jouer avec les nombres, donc on va faire de l'arithmétique. On va faire pas mal de choses importantes en arithmétique aujourd'hui. Alors, je vous propose d'abord de commencer par un QCM sur toujours le vocabulaire, divisibilité, diviseur, multiple, critères de divisibilité. Donc un petit QCM tout simple. Et puis ensuite, on reprendra la leçon sur l'arithmétique, sur la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers. Donc j'essaye d'aller tout doucement. Je sais que tout le monde reconnecte en douceur. Donc voilà. Ça vous convient ? Oui. Bon, parfait. Oui. Alors, on va démarrer, puis les collègues qui vont atterrir, ils n'auront pas de mal à comprendre le QCM. Alors, le QCM est ici. Alors, voilà la première question. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors, du coup, je vous laisse donc lire les questions et réfléchir à la réponse. Ensuite, me donner une réponse dès que vous en avez une à me proposer. Sachant que je ne vous vois pas, donc dès que vous avez la réponse, prenez la parole sans problème. On peut donner la réponse? Allez-y. 6. Ok. 6, c'est bien un diviseur de 4, on est d'accord. Puisque si, je rappelle, on dit qu'un nombre est un diviseur d'un autre nombre, si vous posez la division euclidienne, vous devez arriver à un reste égal à 0. Donc ici, on sait bien que 24 est dans la table 6. Donc si vous posez la division euclidienne de 24 par 6, vous allez trouver 4, et un reste égal à 0. C'est ce qu'on écrit couramment, 24 égale 6 fois 4, plus 0, et ce reste-là qui nous intéresse pour indiquer que 6 est un diviseur de 24, et 4 aussi, évidemment. Ok. Est-ce qu'il y a un autre diviseur supérieur à 5? 12. 12, très bien. Un autre? 8. Oui. Un autre? Un autre diviseur, plus grand que 6, c'est un diviseur évident. 24. Très bien, 24, voilà, donc on va directement au plus grand. Vous vous rappelez, quand on a parlé des diviseurs, on a toujours un qui est le diviseur universel, il divise tout le monde, lui, et puis on a des diviseurs, et puis on finit toujours par le nombre lui-même. Voilà, donc les diviseurs de n, donc le plus petit c'est 1, et le plus grand c'est lui-même. Parfait. Alors, suivante, donc pareil, je vais zoomer un peu, comme ceci, ce sera plus facile. Allez, trouver, coche les nombres divisibles par 5. Donc là, on est dans les critères de divisibilité, qu'on va rappeler rapidement. On a 180 et 405. Très bien, donc quel est le critère? Il faut que le nombre se termine soit par 0 ou 5. Très bien, donc le chiffre des unités. Alors voilà, donc évitez à l'oral de dire que le nombre se termine, etc. Ok, c'est pas qu'on vous sanctionnera, mais c'est pas, on ne sait pas ce que ça veut dire un nombre qui se termine. Même moi, je le dis parfois parce que c'est un raccourci. Alors, sachant que vous préparez un concours, donc on attend de vous de la rigueur dans les réponses. Donc, dites toujours le chiffre des unités doit être un 0 ou un 5. D'accord. D'accord. Okay. Donc ça, ce qu'on regardera, c'est le chiffre des unités qui doit être 0 ou 5 pour que le nombre soit divisible par ça. Très bien. Ok.
Suivant. Donc maintenant, on cherche des nombres divisibles à la fois par 3 et par 5. Je laisse répondre Anne si elle veut. Ouais. Alors, par 3 et par 5, je dirais donc 4005. Oui. Le 4005, il est divisible. Pardon, c'est divisible par 3 et par 5. OK. Alors, pour quelle raison? Alors, parce que le dernier chiffre des unités finit par 5. Alors, il y en a pas, on ne peut pas dire le dernier chiffre des unités, il y en a qu'un. Le chiffre, pardon. Le chiffre des unités est 5 ou 0. Donc là, Voilà. c'est 5. Et que la somme des 4 chiffres Ouais. font 9, qui est divisible par 3. Voilà. Donc, on regarde la somme des chiffres qui composent ce nombre. Et donc là, c'est 9. 9 est un multiple de 3. Donc, 4005 est un multiple de 3. Et on l'a vu qu'il était multiple de 5. Donc, c'est bon. C'est tout? C'est tout. Il y a aussi 2010. Oui. Donc, celui-là, on peut débarrer. Donc, celui-là, ce n'est pas la peine, puisque c'est un 3. Donc, 2010, oui. Donc, j'ai un 0 ici, donc il est divisible par 5. Et 2 plus 1, ça fait 3. 3 est un multiple de 3. Puisque 3, je peux l'écrire. Donc, pour ceux qui nous regardent en replay, ils doivent se dire, mais comment ça se fait que 3 est un multiple de 3? Oui, 3 est un multiple de 3, puisque je peux l'écrire 3 fois 1. Et tous les multiples de 3, on peut les écrire 3 fois k. K étant un nombre relatif qui appartient à z. D'accord? Donc, on peut avoir des négatifs et des positifs. Hein. OK. Donc, 400, on est d'accord que est à écarter, puisque 4 n'est pas un multiple de 3. Parfait. On passe à la question 4. Facile. Est-ce que Stéphanie, tu veux répondre ou je réponds? Vas-y si tu veux. Allez. D'accord. Alors, 120 est un multiple de 10. Oui. Je coche. Alors, 10, ça marche. Donc 10. OK. Donc 10, puisqu'il se termine par 0. Un multiple de... Le chiffre des unités est bien 0. Donc un multiple de 10. OK. Un multiple de 3 aussi? Oui. Donc 1 C'est plus un 2 multiple égale de 3. 3? Tout à fait. Donc le 9, non. Est-ce qu'il est multiple de 21? Alors, moi, j'hésite. Après, je ne sais pas si j'ai le bon raisonnement. Si j'additionne tous les chiffres de 120, ça me donne 2 et 1, 3. Oui. Et si j'additionne le chiffre de 21, ça fait 2 et 1, 3. Donc, je dirais oui. Ah bon? C'est le critère, c'est toi qui viens de l'inventer? Oui, oui, sûrement. Donc, on peut dire que, par exemple, je sais pas moi, regarde, 4 et 5, ça fait 9. OK. Donc ça, c'est 45. Hein. Et puis, je peux mettre ici 2 et 7. Voilà. 2 et 7, c'est 9. Donc 45 est un multiple de 27. Bah non. Bah non. D'accord? Donc surtout pas inventer de nouveaux critères.
Quand on sèche un peu, bon, là, on n'a pas besoin de poser. Hein, mais si jamais on sèche devant un jury, il faut poser la division. D'accord? Et on regarde le reste. S'il est égal à 0, donc c'est bon, sinon, non. Mais sinon, ici, en fait, ce qu'il fallait voir, c'est que 21, en fait, il ne faut jamais voir la somme des chiffres, il faut décomposer 21 en multiples de deux nombres entiers, premiers, là, du coup. Hein. Donc, 3 fois 7. Là, j'ai décomposé 21. Donc, si 120 est un multiple de 21, il serait multiple de 3. Ça, on l'a vérifié, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit aussi multiple de 7. Et ça, c'est non. Parce que 120 n'est pas un multiple de 7. D'accord ? 120 n'est pas dans la table de 7. D'accord ? Si je regarde la division de 120 par 7, ça ne marchera pas. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas multiple de 21. OK ? OK, donc on peut faire la décompose. Oui. Oui, j'ai une question. En fait, là, si on nous demande de justifier pourquoi 120 n'est pas multiple de 21, en fait, on décompose comme vous, donc en 3 fois 7, ou alors est-ce qu'on peut dire, en posant la division euclidienne, en fait, que le reste n'est pas égal à 0, donc ce n'est pas un multiple. C'est ça. Donc, OK. quand on n'a pas de critères, on se ramène à la division euclidienne. Mais sachez aussi que si vous avez un nombre à tester et que ce nombre est composé, donc ce n'est pas un nombre premier du coup, à partir du moment où je peux le décomposer en produit de facteurs premiers, et donc si votre nombre est multiple de ce nombre-là, de 21, il est forcément multiple de 3 et multiple de 7. De 7, OK. Et puis on vient, pour voir s'il est multiple de 7, c'est plus facile de poser la division par 7 que par 21, on est d'accord. Oui. Et oui, donc, oui. voilà, et je vois que j'ai un reste égal à 1, donc 120 n'est pas un multiple de 7, donc il ne peut pas être un multiple d'un multiple de 7. Puisque 21 est un multiple de 7. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. OK. Bon, ça, c'est des techniques, mais on va trouver un moyen plus rapide tout à l'heure pour voir les multiples. Alors, je continue. Donne un diviseur à la fois de 26 et 39. Et ce diviseur, on voudrait qu'il soit différent de 1. Moi, c'est bon pour moi. Je laisse la parole à Anne ou à Elsa. Ok, bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour. Alors, donnez-moi une réponse. Donc, un diviseur à la fois de 26 et 39. Qui soit différent de 1. Donc, si vous séchez, c'est pas grave. Ouais, moi je sèche. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre? Personne? Donc 13. 13, tout à fait. C'est 13. Alors pourquoi? Bon, 13 est un nombre premier. Hein. On a dit qu'il fallait connaître les nombres premiers jusqu'à 29, 31. 13 ici, puisque 26 c'est égal à 2 fois 13. D'accord? Et 39, c'est 3 fois 13. On est dans la table de 13 là. Hein. Voilà, on est dans la table de 13. Alors, en général, on dit aux collégiens, à la fin de la troisième, c'est bien de connaître la table de 13. D'accord? Bon, pour ces raisons-là aussi. Donc, on voit bien ici que 13 est un diviseur, donc de 39 et de 26. D'accord? Donc, si je divise 26 par 13, je vais trouver combien? 2. 2, avec un reste égal à 0, évidemment. Et si je divise 39 par 13, vous allez trouver un 3 comme quotient. Et un reste égal à 0. OK.
Donc aussi, par élimination, quand on vous dit un diviseur commun, 26 et 39, votre diviseur est forcément plus petit que 26. D'accord? Parce qu'un diviseur, il doit être plus petit que le nombre qui divise. D'accord? Donc si A divise B, bon là, c'est le symbole de la division, vous n'êtes pas obligé de savoir écrire, mais je vous le dis quand même. Donc si A divise B, alors A est forcément inférieur ou égal à B. C'est logique, hein, ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas avoir un diviseur d'un nombre qui est plus grand que lui. D'accord? Donc 2 divise 4, et il est plus petit. À partir du moment où je dépasse 4, bah, ça ne marchera plus, quoi. Ok? Ça nous permet d'éliminer pas mal de cas dans certains exercices. Hein. Donc essayez d'y penser parfois. Hein. Voilà. Donc, on passe à la question 6. Voilà la question 6. Donnez un multiple de 8 compris entre 81 et 100. Alors, j'ai oublié de vous dire que ces QCM sont censés être faits sans calculatrice, évidemment. Donc, on cherche un multiple de 8 compris entre 81 et 100. Voilà, on travaille plus le vocabulaire qu'autre chose. Là. Ok. Alors, je vous rappelle le symbole de compris. Entre 81, donc on va dire qu'il est supérieur ou égal à 81. Je mets inférieur ou égal, mais bon, on est d'accord qu'on va prendre ni 80 ni 100, mais bon, pour la forme. Donc, on est en train de chercher un multiple que je vais appeler petit m, multiple de 8, tel que ce nombre-là soit compris entre 80 et 100. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, j'en ai 2, moi. Ok. Alors, allez-y. Un premier exemple, une réponse. 88. Bien sûr. Donc 8 fois 11, on est bien là-dedans. La table de 11 est facile à repérer. Hein. Ok. Sinon, un autre. 96. Voilà. Donc on va ajouter un 8 à chaque fois. Hein, 96, etc. Ok. Validé. Il y a des questions. Hein, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Hein. Voilà. Donc là, c'est plutôt... Donc, l'idée, c'est de bien travailler le vocabulaire, de ne pas se tromper. Moi, je voulais juste... Oui. Oui, je voulais juste savoir comment elle s'y prend pour trouver. C'est parce qu'elle connaît la table de 11, donc elle trouve sans réflexion. Sans réflexion, aussi quand même il y a une stratégie. Bon là, pour les multiples de 8, on peut repérer 80 tout de suite, hein, sans connaître la table. On sait que 80, c'est un multiple de 8, donc c'est 8 fois 10. D'accord? Et nous, on veut dépasser 81, donc on prend le suivant, 88, c'est terminé. Ok? Ah oui, ok. Voilà, c'est une C'est comme, façon oui, Elsa, c'est comme ça que j'ai fait, en fait. Hein. Ouais, voilà. Oui. Donc les multiples de 10, on les connaît assez rapidement, on arrive à se positionner. Bon, c'est bien de connaître les multiples de 11. Les multiples de la table de 11, elle est simple. Hein. Donc c'est 11, bah, c'est les mêmes chiffres qui se répètent. Quoi. Voilà. Donc c'est facile de voir que 88, c'est un multiple de 11, et c'est 8 fois 11. Ok, là c'est 4 fois 11, etc. Ok, merci. Donc un multiple de K, il va s'écrire, voilà, KK, voilà, PP, multiple de P, etc. Et ça, bon, ça, la table de 11 aussi, elle est sympathique. Elle est très utile enfin, elle est utile dans certains calculs. Ok. Bon, voilà pour cette question. Et la table, excusez-moi, la table de 12 aussi, parce qu'en fait, quand on fait Pythagore aussi, souvent 144, ça ressort souvent. Ah. Voilà. Oui. Alors, ça, c'est plutôt les carrés parfaits. Alors, ouais. je vous invite à les connaître, bien sûr. Hein. Donc, on va commencer par 0. Hein. Donc, 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. Donc, ça, ce qu'on appelle les carrés parfaits, c'est 0. Il faut bien les connaître pour pouvoir repérer les utiliser avec Pythagore. On est d'accord. D'accord. Donc, il faut aller jusqu'à 13. C'est bien d'aller jusqu'à 13
Au-delà, c'est mieux, mais 13, c'est bien. Donc, le carré de 13, c'est 169. Voilà. Enfin, sachant que vous allez avoir la calculatrice hein, pour l'examen, mais c'est bien de connaître ces carrés-là. D'abord, ce sont des nombres assez jolis, et donc ça sert assez rapidement pour les calculs. Donc, pour revenir à la racine carrée de 169, quand on sait que c'est des carrés parfaits, on a tout de suite le résultat. Hein. Racine carrée de 169, c'est directement 13. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les nombres, les carrés parfaits. OK. Alors, suivant. Donc, ce QCM, je vous l'ai mis hein, sur Teams, hein, si vous voulez le reprendre tranquillement. Donne un multiple de 13 compris entre 50 et 100. Après, maintenant, chacun sa stratégie. Hein. Je peux donner le premier? On y va. 52. 52. Alors, il sort d'où le 52? C'est 13 fois 4. Voilà. En fait, au début, moi, j'ai fait 13 fois 3, donc 39. Mmh. Plus grand que 50, donc 13 fois 4, 52. Très bien. Ah, moi, j'aurais fait 13 fois 5. Après, oui, 13 fois 5, C'est 65. simple à faire. Oui. Voilà. 50 et 15, 65. Je vois qu'il y a un 5 ici, donc 10, 5, donc on passe à la cinquantaine, donc fois 5, et après on retrouve les autres en additionnant, bien sûr. 13 fois 6, oui, 78. Voilà. Et après, 13 fois 7, 91. Et là, c'est le maximum. Très bien. Oui. Ok, donc il n'y a rien de particulier. Alors, si jamais vous avez ce genre de questions, ça m'étonnerait, mais ça, ce sont des questions qu'on peut poser à l'oral. D'accord? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire, qu'est-ce que c'est qu'un multiple de 13 et comment trouver, donnez-nous un multiple de 13 entre 50 et 100. Et voir si le candidat a le réflexe d'avoir une stratégie, de ne pas paniquer. Voilà, d'accord? Donc, bon, là, on se pose tranquillement. Ce sont que des multiplications. Après, dès qu'on en a fait une, on peut en refaire une autre ou sinon passer à des additions. Bon, c'est pas interdit. Ok. Après, l'autre stratégie, c'est de dire, ben voilà, je vais diviser 100 par 13, ça va me donner un nombre, et je prends celui qui est en dessous, par exemple, hein, la partie entière. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques, chacun sa technique. L'idée, c'est de ne pas paniquer. Voilà, c'est de comprendre ce qu'on nous dit. OK? Passons à la question 8. On cherche des nombres divisibles par 9.
Oui. Je peux répondre? Allez-y. Je vous en prie. Alors, 80 2017. Oui. C'est un multiple de 9. Oui. Nombre divisible par 9, oui. Voilà. Alors, du coup, je vous donne une technique rapide. Hein. On n'est pas obligé de faire la somme jusqu'au bout. C'est ce que font généralement les élèves. Dès que vous avez un paquet de 9, voilà, donc ici 2 plus 7, ça fait 9, vous l'oubliez, donc ça c'est bon, c'est validé. Et vous regardez le suivant. Donc là, j'ai un 8 et un 1, donc ça fait un 9. Donc là, c'est un multiple de 9. La somme, forcément, est un multiple de 9. Terminé. Vous n'êtes pas obligé de faire 8 plus 10 plus 0 plus 1 plus 10. Voilà. Essayez de rassembler par paquet de 9. C'est une stratégie qui marche assez bien. C'est très vite. On voit les choses assez rapidement. C'est pas faux hein, si vous faites la somme tranquillement, mais vous allez vite vous retrouver avec des calculs un peu fatigants, alors que il suffit de barrer. Hein, voilà, j'aurais pu barrer. Hein, regardez, je barre. Donc je barre tranquillement. Donc ici, pour faire un 9, bah, c'est un 2. Il va me rester un 8 et un 1. Donc là, j'ai tout barré. Vous voyez que des 9 en fait. Hein. Il n'y a que des sommes qui donnent des 9. Donc la somme de tous ces chiffres est un multiple de 9, c'est terminé. Ouais, je t'ai coupé dans ton élan, mais c'était juste pour ajouter une technique supplémentaire qui soulage en général quand on est à l'oral aussi devant un jury. Pas de souci. Il y a aussi 540. Oui. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et donc c'est fini? Ouais. Oui. Bah voilà, il y a un 9 ici tout seul. Ici j'ai un 9, le reste c'est un 4, 4, ça marche pas. Hein, donc je rappelle le critère hein, pour ceux qui nous regardent en replay. Donc le critère de divisibilité par 9, il faut que la somme des chiffres du nombre en question doit être un multiple de 9. Donc je l'écris k fois 9. Donc si la somme des chiffres d'un nombre est multiple de 9, donc ce nombre-là est forcément un multiple de 9. Donc un cas le plus simple, quand on voit des 9, que des 9. Est-ce que je vais faire la somme ici de tous ces 9-là? Non. Donc là, forcément, ce nombre-là est divisible par 9, et par définition, il est multiple de 9. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pense que vous avez compris mes propos. On passe à la dernière question de ce QCM d'aujourd'hui. Alors là, on cherche les nombres divisibles par 3. Encore les critères de divisibilité par 3. Enfin, les critères de divisibilité qu'on connaît. J'ai le premier. Allez-y. 1011. On est d'accord. Donc là, on va pratiquer la même technique. Hein. Donc là, vous avez 1, 1, 1, donc vous avez un 3, donc c'est terminé. Ok, deuxième. Après 405. Oui, pour les mêmes raisons. 4 et 5, ça fait 9, c'est divisible par 3. Et après, 180. Ok. Donc 4 et 3, c'est 7. 7 n'est pas un multiple de 3, donc ça ne fonctionne pas. Donc on a revu tous les critères de divisibilité, mis à part deux critères, le critère de divisibilité par 2, c'est-à-dire un nombre pair. Donc ça, le chiffre des unités, il faut qu'il soit pair. D'accord? Donc 0, 2, 4, etc. Et sinon, le critère de divisibilité par 4. Alors on dit qu'un nombre est divisible par 4. Enfin, le critère de divisibilité par 4, on va regarder les deux, donc le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Donc on va regarder ce nombre, et ce nombre est forcément, doit être un multiple de 4. Si ce nombre est un multiple de 4, alors forcément 2023 est un multiple de 4. Donc là, ce n'est pas le cas. Par contre, 180, 80 est un multiple de 4, puisque 80, je peux l'écrire 4 fois 20. D'ailleurs, le mot 80 vient de là. Et donc, du coup, 180 est également un multiple de 4. Donc ça, c'est pour rappeler
rapidement le critère de divisibilité par 4, qui est important aussi. Alors, certains élèves disent oh, bah, on peut diviser par 2 et par 2, d'accord, ça marche aussi. Donc, il faut que le nombre que je divise par 2 reste pair. Ça fonctionne aussi pour la divisibilité par 4. Alors, on va repartir à la leçon. Donc, du coup, je repars sur la dernière fiche. On s'est arrêté à ce niveau. Donc, je vais zoomer un peu. Alors, on a vu la dernière fois, donc, comment, la dernière séance, comment prouver qu'un nombre est premier. Et donc, on a dit qu'on testait les diviseurs jusqu'à la racine carrée de ce nombre. Et donc, si tous les diviseurs inférieurs à la racine carrée de ce nombre ne divisent pas ce nombre, on dit qu'il est premier. Et donc, c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour 59. Racine carrée de 59, c'est environ 7,7. Donc, on s'arrête à 7. On peut aller jusqu'à 8, c'est pas méchant. Mais on s'arrête à 7, ça va très bien. Et donc, on teste tous les diviseurs jusqu'à 7. Et on voit bien que 59 n'est pas divisible par tous ces nombres jusqu'à 7. Et donc, par cette règle-là, ou par ce théorème-là, on déclare le nombre 59 premier. Alors, en général, les questions qu'on va vous poser avec les nombres premiers, ça vous renvoie assez souvent aux critères de divisibilité. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur la partie qu'on a vue la dernière fois? Là, c'est la séance précédente. Je pense qu'on a été assez clair, hein, me semble-t-il. Oui, oui. Ok. Donc là, on va attaquer la partie la plus importante de l'arithmétique. L'arithmétique, on a un théorème qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que tout nombre entier, donc ce que j'appelle ici propriété, c'est un théorème, c'est même le théorème fondamental. C'est ce qu'on appelle dans le supérieur algèbre, en arithmétique, pardon, théorème fondamental de l'arithmétique. Donc, tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer de manière unique. Alors, l'unicité ici, si on ne tient pas compte de l'ordre, d'accord? Donc, si on ne tient pas compte de l'ordre, donc ça va être unique comme produit d'un nombre premier. Alors, je vais expliquer ça sur la page suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que vous prenez n'importe quel nombre entier supérieur ou égal à 2. Donc là, je prends n supérieur ou égal à 2. N'importe quel nombre, alors 2, c'est pas intéressant. Alors si je prends par exemple le nombre 8, eh ben, le nombre 8, je peux le décomposer 2 fois 4. Et je peux encore le décomposer 2 fois 2 fois 2. D'accord? Donc l'idée de décomposer le nombre en question entier en produit de facteurs premiers. Et ici, il n'y a que des nombres premiers. Donc ici, ce sont ce qu'on appelle des facteurs premiers, puisqu'il y a une multiplication. Donc le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, vous prenez n'importe quel nombre et vous allez trouver une décomposition unique. Donc là, regardez, le 8 ici, donc je peux l'écrire, sa décomposition en produit de facteurs premiers, c'est 2 fois 2 fois 2. Je ne peux pas avoir une autre décomposition, puisqu'il n'y a que des 2 ici. On peut l'écrire également 2 à la puissance 3. C'est la même écriture. Hein. Et vous prenez n'importe quel nombre, vous devez arriver à le décomposer en facteurs, en produit de facteurs premiers. Et donc, ça dit quoi, en fait, pour dire les choses plus simplement? C'est qu'en fait, les nombres premiers, donc si j'appelle P1 un nombre premier, P2 un autre nombre premier, P3 un autre nombre premier, etc., donc quelconque, ont servi à construire tous les nombres entiers. D'accord? C'est à partir de ces nombres premiers qu'on a construit les nombres entiers. Donc P1 fois P2 fois P3, par exemple, va me donner un nombre que je peux appeler n. Ce nombre-là est un nombre entier et sa décomposition en produit de facteurs premiers est celle-là. Alors, je vous dis tout à l'heure, quand j'ai dit que si on ne tient pas compte de l'ordre, cette décomposition est unique, parce que si je tiens compte de l'ordre,
je peux écrire ça P1 fois P3 fois B2. Ou bien P2 fois P1 fois P3, etc. Il y a plusieurs écritures. Mais si je ne tiens pas compte de l'ordre du nombre premier en question dans le produit, la décomposition est unique. OK? Alors, maintenant, comment décomposer un nombre entier en produit de facteur premier? C'est la question et c'est la technique qu'il faut connaître. Alors, on va prendre un exemple. Je vais prendre le nombre 50, je prends 54. OK. Alors, comment je vais réussir à décomposer 54 en produit de facteur premier? Bon, c'est pas très compliqué. Alors, ce que vous devez faire, vous mettez d'abord les nombres premiers juste là, pour les voir. OK, 7. Quel est le nombre premier qui vient après 7? 11. 11. Très bien. On est d'accord, hein, attention, hein, 9 n'est pas premier, 10 encore moins. 11. Ensuite, 13. 13. Ensuite, 17. très bien. Bon, ensuite, 19. 19. Je vous ai demandé de les apprendre jusqu'à 31. Après 19. 23. 21 est un multiple de 3. Ensuite, après 23. 29. 29. Et après 29, on a 31. OK? Bon, bien sûr, il y a une infinité de nombres premiers. Alors, on va les utiliser pour la décomposition. Alors, pour décomposer un nombre premier, c'est pas très compliqué. Alors, la technique est simple. Je crée mon nombre ici, je tire une barre, comme pour la division. Ça ressemble à la division. Et on va faire que des divisions. Et maintenant, on va appliquer les critères de divisibilité. Est-ce que 54 est divisible par 2? Puisque Oui. on commence par regarder le premier nombre premier, par 2. Oui. Ben, il est divisible parce qu'il est pair. Et donc, je vais le faire. 54 divisé par 2, il va me donner 27. 27. Ouais. 27. Alors, vous posez votre division, vous regardez, etc. OK. Alors maintenant, est-ce que 27 est divisible par 2? Toujours le 2. Non. Non. Donc, on a fini avec le 2, on passe au 3. 27 est divisible par 3. Oui. Bah oui, puisque 7 plus 2, ça fait 9. Et donc, 27 divisé par 3, ça me donne 9. 9. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Bah oui, donc je redivise par 3. Donc 9 divisé par 3, divisé par 3 me donne 3. Bah 3 est encore divisé par 3. Il reste donc, 1. il reste 1. Quand on arrive à 1, on a fini la décomposition. Maintenant, je n'ai pas fini le travail. Comment faire pour écrire ma décomposition? Eh bien, j'ai décomposé 54 en produit de facteurs premiers. Il faudra l'écrire. Le produit, bah, il est là. Je vais l'écrire dans l'ordre. 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc 54, c'est bien 2 fois 3 fois 3 fois 3. C'est sa décomposition en produit de facteurs premiers. Je peux l'écrire avec les puissances. C'est pas gênant, c'est pas interdit. C'est 2 fois 3 à la puissance 3. Puisque j'ai 3 fois le 3. Voilà, donc on a fini de décomposer 54. Par exemple, le 8 que j'ai donné tout à l'heure, 2 fois 4, j'aurais pu le faire avec la même méthode. Alors je vais le faire juste en dessous. Donc ici, j'écris, donc je décompose, donc le 8 on ne le fait pas, mais pour montrer que c'est la même méthode. Et du coup, bah, je vais commencer par le 2. Donc 8 divisé par 2, bah, puisqu'il est pair, donc je divise par 2. J'obtiens 4, je divise encore par 2, j'obtiens 2. Et je continue à diviser par 2 jusqu'à arriver à 1. J'ai fini jusqu'à quand j'arrive à 1, donc j'écris ma décomposition. Et donc ma décomposition, c'est 8 égale 2 fois 2
fois 2, que je peux écrire 2 à la puissance 3. Et d'après le théorème précédent, cette décomposition est unique. Je ne peux pas trouver une autre. Donc cette décomposition, c'est le nombre en lui-même. Donc pour fabriquer le 54, il a fallu prendre un 2 et 3, 3. Voilà. Donc on fabrique tous les nombres entiers à partir de cette construction, à partir de ce produit-là. Bien sûr, le 1, il n'est pas considéré, ben, le 0 non plus. On a dit que le théorème commence à partir de 2. 1, 2, et 2, il est tout seul. D'accord? Donc à partir de 2, n supérieur ou égal à 2. En même temps, 0 et 1, c'était les blocs élémentaires de l'arithmétique. Hein. Si 0 et 1, c'est le début du commencement, comme on dit. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Alors, Non. je vais quand même vous montrer qu'à la calculatrice, on peut arriver à décomposer également les nombres assez facilement. Alors, attention, pour l'examen, pour le concours, on peut vous demander de décomposer avec la méthode que je viens de citer. D'accord? On peut ne pas vous demander de méthode, et alors, auquel cas, vous pouvez dire la décomposition en facteurs de nombres, en produit de facteur premier, pardon, de 54, et etc. Et après, vous marquez entre parenthèses, faites à la calculatrice. Bon, en même temps, c'est pas compliqué de la faire à la main. La calculatrice, moi, je vous la montre plus dans le sens de vérifier votre résultat. Donc ici, pour décomposer un nombre, on va utiliser, vous voyez ici, on a la décomposition. Donc je vais écrire 54, seconde, décomposition, et entrée. Et là, c'est terminé. Vous avez le résultat qu'on vient de faire, c'est-à-dire 2 fois 3 à la puissance 3. C'est ce qu'on a trouvé, 2 fois 3 fois 3 fois 3. D'accord? Bon, c'est assez rapide, c'est normal. Bon, c'est la calculatrice qui le fait, mais je vous invite à savoir le faire manuellement. Kérédine, Oui. moi, quand je fais avec ma calculatrice, ça me donne tout simplement 54. Tu as quoi comme calculatrice? La FX92. La FX92 collège? Oui. Normalement, tu vas pouvoir y arriver aussi, parce que tu as une décomposition aussi à l'aide de la... Oui, il y a écrit simplifié avec Non, des c'est pas durations. simplifié. C'est pas simplifié. Ah, On est plutôt dans la décomposition là. On n'est pas dans la simplification. Simplifier, c'est plus pour simplifier des fractions. d'accord. D'accord? Tu regarderas, hein? Oui, je regarderai, merci. Voilà. Ok, autre chose, on va revenir au cours. Donc ici, 204, la décomposition de 204 en produit de facteur premier, donc 60, ça a été fait. Alors 204, donc pareil. Donc je regarde, il est pair, je divise par 2. D'accord. J'obtiens 102 est encore pair, divisible par 2, donc je divise par 2. Je trouve 51. 51 n'est plus pair, donc j'oublie le 2. Je passe au nombre premier suivant, c'est 3. Donc je divise par 3. Pourquoi? Parce qu'il est divisible par 3, puisque 5 plus 1 égale 6. Et donc ça va me donner 17. Donc là, il ne faut pas hésiter à poser les divisions si vous avez un souci. Et 17, hop, c'est un nombre premier. Pour ça, il faut les connaître. Donc il n'est divisible que par lui-même. Et à partir du moment où il est divisible par lui-même, moi je vais diviser par 17, ça me donne 1. Et donc du coup, 204, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 17. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 17. Ok? Bien, je vais vous laisser faire les deux décompositions suivantes. La décomposition de 50 et 108 en produit de facteur premier. Ok? Je vous laisse les faire, on corrige après. Avec la méthode que je viens de citer. Ok. Allez, c'est parti. Commencez par 50, on corrige 50 et après on passe à 108. Comme ça nous permet de corriger.
Il n'y a rien de compliqué, donc voilà, ce sont que des divisions. C'est bon pour moi. Ok. Aussi, c'est pareil. Très bien, alors je corrige. Donc, je commence par écrire 50. Alors, 50, donc impair, donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc on divise par 2. 25, les plus pairs, on passe à 3. Et bien 3, ça ne fonctionne pas, hein, donc je vous rappelle les nombres premiers. Hein, donc on a testé 2. 3, ça ne marche pas, puisque 2 plus 5, ça fait 7. Et donc on va passer à 5. 25 est un multiple de 5, ça on le sait, donc on divise par 5, on obtient 5, on divise encore par 5 et on trouve 1. Et donc voici la décomposition de 50, c'est 2 fois 5 au carré, ou bien 2 fois 5 fois 5. Je vous laisse passer à 108. Monsieur Bachar, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que en voyant 50, on peut se permettre déjà de choisir 5 Oui, oui, oui. Alors, et parce que le résultat final est le même. Mais oui. est-ce qu'il faut vraiment s'atteler à commencer par le premier chiffre, le premier nombre premier, Alors, 2, puis 3, puis 5 ou... j'ai compris la question. Moi, je vous incite à commencer par le plus petit nombre premier pour les avoir dans l'ordre. Et comme ça, vous n'avez pas... comme ça, vous êtes structuré, vous avez une méthode qui marche tout le temps. D'accord? Si vous commencez par n'importe quel nombre, vous allez y arriver. D'accord? Sauf que parfois, il y a des nombres assez tordus, où vous allez avoir des 3, des 5, des 7, etc. Et ça va tourner en rond. Hein, d'accord? Vous allez y arriver, sans problème. Mais puisqu'on est en mathématiques et on aime bien en mathématiques que les choses soient ordonnées, moi je vous conseille d'être ordonné, donc démarrer par 2, 3, 5, etc. Ok? Mais tu peux commencer par n'importe quel nombre premier. L'idée, c'est d'arriver au résultat. Tu peux également appliquer la méthode qui est écrite ici. C'est-à-dire, tu dis 60 égale 6 fois 10, et tu décomposes petit à petit. Ça marche aussi. D'accord? Donc ça, c'est une méthode de décomposition qui marche très bien, assez facilement. Celle-là, elle marche aussi. Bah, si, on peut y arriver sans problème. D'accord? Donc il n'y a pas de cadre rigide là-dessus. Hein. Tu as bien raison d'avoir posé la question. Après, le résultat, il faut bien ordonner les nombres premiers dans ce sens-là, dans le sens croissant. Parce qu'on va travailler avec cette décomposition plus tard. D'accord? L'idée, en fait, on décompose, pas pour décomposer pour le plaisir. Hein. On va décomposer pour trouver des diviseurs communs, pour trouver le PGCD, etc. Donc l'idée, on les ordonne à la fin. Voilà, voilà la raison de mon incitation, enfin de mon insistance sur ça, quoi. Hein. Ok, alors du coup 108, bon, on va commencer par 2. Alors, du coup, je vais le faire ici. Et en plus, c'est plus simple en fait de commencer par 2, puisque vous réduisez vos nombres en fait. Hein. Plus vous divisez par 2, plus le nombre est petit, plus vous voyez les choses en fait. Alors, 108, donc du coup, ça va me donner 54. 54, qui est encore pair. Par 2. Ouais. 27. Voilà. Du coup, 2, ça ne marche pas, on passe à 3. Par 3. 9. Donc ça, on a déjà fait le 27 hein, tout à l'heure, donc du coup. 3 et 1. Donc, la décomposition de 108, c'est 2 au carré fois 3 au cube. Que j'écris en linéaire, bon, pour ne pas me compliquer la vie.
Ok. Bah voilà la décomposition des nombres entiers en produits de facteurs premiers. Bon, c'est un outil de travail. Encore une fois, on ne le fait pas comme ça pour rien, on le fait pour trouver le PGCD ou pour simplifier des fractions ou autre. Une définition qui n'est pas des moindres, définition de deux nombres entiers, de deux nombres premiers entre eux. Alors on dit que deux nombres sont premiers entre eux s'ils n'ont aucun diviseur commun ou en commun à part 1. Bah, 1, c'est le diviseur commun de tout le monde, puisqu'il divise tout le monde, c'est le diviseur universel. Donc si vous prenez deux nombres et vous trouvez dans la décomposition aucun nombre qui figure dans les deux, donc forcément ces deux nombres sont premiers entre eux, donc ça veut dire qu'ils n'ont aucun diviseur commun. Alors si je prends par exemple 50 et 108, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? On n'a pas dit premiers, hein. Premiers entre eux. Donc ici, attention, dans la définition, c'est premiers entre eux. Est-ce que 50 et 108 sont premiers entre eux? La réponse est non, puisqu'on voit bien ici qu'on a un 2 qui divise 50 et on a un 2 qui divise 108. Donc vous voyez, vous avez déjà un diviseur commun. Donc 50 et 108 ne sont pas premiers entre eux. Par contre, si je prends par exemple, regardez, si je prends un nombre, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, je prends un nombre, par exemple ce nombre qu'on calculera après. 5 fois 7. Voilà. 5 fois 7 égale 35. Est-ce que 204 et 35 sont premiers entre eux? Bah oui, parce que est-ce qu'ils ont un nombre premier? Est-ce qu'ils ont un facteur premier commun là? Non. Non. Donc, bah, ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Donc ici, on déclare 204 et 35 premiers. Attention, ils ne sont pas premiers. Hein. Premiers entre eux. Donc ici, c'est une subtilité. Hein. Premier, ça ne veut pas dire premiers entre eux. D'accord? Alors, deux nombres premiers sont forcément premiers entre eux. Hein. Mais deux nombres premiers entre eux ne sont pas forcément premiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a deux nombres premiers entre eux, mais ils ne sont pas premiers. Et vous prenez n'importe quel nombre premier avec un autre nombre premier, bah, ils seront forcément premiers entre eux. Donc je prends par exemple 23 est un nombre premier, d'accord? 19 est un nombre premier, bah, par définition ils sont premiers, et donc ils n'ont que 1 eux-mêmes comme diviseur, et puisqu'ils sont différents, donc forcément ils sont aussi premiers entre eux. D'accord? Ok? Donc ça c'est pour vous dire la subtilité de lire les choses dans les deux sens. Donc si vous avez deux nombres qui sont premiers entre eux, ils ne sont pas forcément premiers. D'accord? Donc attention à la définition. Et donc, dans quel cas ils sont premiers entre eux? Bah, dans le seul cas, ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Commun à eux. Ok? Vous avez une autre question? Non. Bon. Et donc, c'est ce qu'on appelait le PGCD égal à 1. On verra après pour le calcul du PGCD. Alors, voilà. Donc, on va essayer maintenant de trouver. Donc, c'est ce que j'ai dit, ne pas confondre premier et premier entre eux. Donc, allez, petit exercice pour vous mettre un petit peu en activité. 78 et 40 sont-ils premiers entre eux? Et bien sûr, j'attends une justification. C'est bon pour moi. Ok. J'attends que le feu vert de vos camarades. Je vous rappelle. C'est bon aussi pour moi. Ok. Donc, ils ne sont pas premiers, on est d'accord, entre eux. Ils ne sont pas premiers entre eux et ils ne sont pas premiers du tout. Hein. 78 et 40 ne sont pas premiers. Hein. Mais là, on veut savoir s'ils sont premiers entre eux.
Est-ce qu'ils sont premiers entre eux? La réponse est, je pense que tout le monde l'a trouvé. La réponse est non. Pourquoi? Puisqu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Par 2. Donc 78 et 40 sont pairs, sont deux nombres pairs. D'accord? Donc divisible par 2. Donc j'écris un peu vite là, mais vous avez compris. Donc divisible par 2. Donc ils ne sont pas premiers entre eux. Voilà. Alors si jamais un exercice où je ne vois pas qu'ils sont divisibles par 2, ni multiples de 3, ni rien du tout. Alors là, pour dire qu'ils sont premiers entre eux, il va falloir décomposer, d'accord? Regarder les nombres premiers, les facteurs premiers qui les composent, et si vous voyez qu'il n'y a aucun facteur premier qui n'apparaît dans les deux décompositions, vous dites qu'ils sont premiers entre eux. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'ont aucun diviseur commun, mis à part 1. Ok? C'est clair là? Bon, ça tombe parfois comme exercice. Hein? D'accord? Donc la façon de voir que deux nombres sont premiers entre eux, on le voit dans la décomposition. Parfois, on vous la donne, la décomposition. Hein. On vous donne la décomposition, comme ce que je viens de faire dans l'exercice ici, là. Voilà. Donc, on a deux décompositions. On vous dit, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Voilà. Donc là, vous n'avez rien à faire. Il y a juste à lire hein, les deux décompositions. Donc, on a ici D2, 3 et 17. 5 et 7 comme facteurs premiers. Donc, 204 et 35 ne possèdent aucun facteur premier commun. Donc, aucun diviseur commun. Donc, leur seul diviseur commun, c'est 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Donc, je répète, 204 et 35 n'ont aucun facteur premier commun. Donc, ils ne possèdent aucun diviseur commun. Et par définition, ils sont premiers entre eux. Aucun diviseur commun, mis à part le 1. Le 1, c'est le seul du coup. Donc, ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Donc, ils sont premiers entre eux. OK? Bon, voilà pour cette réponse. Alors maintenant, pourquoi décomposer des nombres entiers? Eh bien, une des raisons, c'est pour trouver le PGCD de ces deux nombres. Voilà. Alors, la dernière fois, on a parlé du PGCD la dernière fois, rappelez-moi. Non. On n'a pas calculé la calculatrice? On a fait des exercices avec le PGCD. Avec la calcul... Ah ouais, je ne me rappelle pas en tous les cas. On a fait le PPCM, le PGCD, on a fait le produit des deux. Si, on a fait... bon, ok. Si vous le dites, je ne sais plus. Ok, donc là, du coup, on va voir comment la décomposition va nous amener tranquillement vers le PGCD. D'accord? Alors, comment je vais faire notre PGCD? Le plus grand commun diviseur de deux nombres. Donc, on a deux nombres. On cherche les diviseurs communs. Rappelez-vous, dans la méthode qu'on a vue dans les séances précédentes, on écrivait les diviseurs de chaque nombre, donc l'ensemble des diviseurs. Ensuite, on a repéré le plus grand diviseur commun dans les deux ensembles. C'était lourd comme méthode, c'était long. Et donc là, vous allez voir que ça va être plus rapide que la méthode précédente. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer les deux nombres en question, donc 42 ici et 98 en facteur premier. Donc je vous laisse le faire et vous me donnez directement la décomposition. Allez, je vous laisse le faire. Donc décomposer en facteur premier, 42 et 98. Donc la méthode qu'on est en train de faire, donc la recherche du PGCD par la méthode de la décomposition en nombre premier ou en facteur premier. Pour moi, c'est bon. Pour les deux? Oui.
Ok. Allez, je t'écoute. 42. Alors, donc 42 divisé par 2, Oui. donc ça fait 21. Oui. Divisé par 3, ça fait 7. Oui. Divisé par 7, ça fait 1. Très bien. On passe au suivant. Alors, 98 divisé par 2, donc Oui. ça fait 49. Oui. 49 divisé par 7, ça fait Oui. 7. Divisé par 7, ça fait 1. Très bien. Alors, j'ai oublié d'écrire les deux décompositions. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, 42, donc la décomposition de 42, c'est 2. Donc, ça fait 2 fois 3 fois 7. Voilà. Et 98, c'est 2 fois 7 fois 7. Voilà. Alors maintenant, regardez, on a presque fini l'exercice. Et on nous demande de chercher le PGCD, le plus grand commun diviseur à ces deux nombres. Donc on va d'abord regarder les nombres premiers, les facteurs premiers communs. Donc ici, je vois qu'il y a un 2 qui apparaît dans les deux décompositions, donc je l'entoure. Ensuite, je vois qu'il y a un 7 qui apparaît dans les deux, eh bien je l'entoure. Eh bien, mon facteur, mon PGCD de ces deux nombres, c'est tout simplement 2 fois 7. Donc quand je calcule le PGCD, donc je regarde tous les facteurs qui figurent dans les deux décompositions et je les affecte du plus petit des exposants. Si j'avais ici 7 fois 7 et j'avais ici 7 fois 7 fois 7, bah je prends que 7 fois 7. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais 2 7 ici et 3 7 ici, 7 fois 7 fois 7, donc je prendrai que 2 7. Vous prenez, vous entourez en fait les nombres premiers communs aux deux, et votre PGCD, c'est tout simplement le produit de ce que vous avez entouré. Pardon, pas enterré. Donc du coup, le PGCD, le plus grand commun diviseur de 42 et 98, c'est tout simplement 2 fois 7, c'est-à-dire 14. Vous avez vu, donc on n'était pas obligé d'aller chercher tous les diviseurs, les recenser et regarder le plus grand. Cette méthode est radicale, on nous donne directement le PGCD. On va le vérifier à la calculatrice. Vous vous rappelez, on a utilisé la calculatrice dans les séances précédentes pour vérifier le PGCD. On va faire la même chose là. Donc, je reviens à ma calculatrice. Bon, je ne vais pas décomposer les nombres parce qu'il n'y a rien de difficile. Pour le PGCD, on va partir dans maths ici, comme la dernière fois. Et donc, un PGCD, je fais entrer. Et donc, je vais saisir les deux nombres en question. Donc, les deux nombres, c'était 42 et 98. C'est parti. 42 pour le premier. Alors, attention, je vous ai dit de faire attention et de mettre un point-virgule entre les deux. Donc, seconde virgule pour activer le point-virgule. Et on a dit 98, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Donc, 98. Et je ferme la parenthèse. Et évidemment, on va trouver ce 14 qu'on a trouvé tout à l'heure. Ok, donc cette façon une des raisons de la décomposition facteur premier, c'est de faire apparaître notre PGCD, le PGCD de deux nombres. Ok, alors si jamais on a deux nombres premiers, et on cherche le PGCD, ben je reviens au cas précédent hein, que j'ai pris ici. Ben là, il n'y a aucun nombre premier commun. J'ai aucun diviseur commun, mis à part 1, puisque le 1, de toute façon, il est commun de partout, donc le PGCD. Donc je vais venir ici dire tout simplement que le PGCD, bon, le seul diviseur c'est 1, donc en l'occurrence le plus grand c'est lui-même, donc c'est 1. Donc le PGCD de 204 et 35, c'est tout simplement 1. Et donc quand on trouve 1, c'est là où on dit qu'ils sont premiers entre eux. Le PGCD, quand le PGCD est égal à 1, on dit que les deux nombres
100 premiers entre eux. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ça Non. va? C'est pas très dur. Non, même- c'est un bon rappel. Hein. C'est même rassurant pour le calcul, parce que là, c'est assez simple pour voir, pour calculer le PGCD de données. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Bon, tant mieux. Deuxième méthode. Alors, deuxième méthode, celle-là, elle était dans le programme du cycle 4 et elle a disparu. Mais c'est bien de la revoir, de la connaître. Donc, je vous la présente quand même. Qui s'appelle la méthode des divisions successives, qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? L'algorithme d'Euclide. Personne? Je connais la division Oui, euclidienne. euclidienne, mais Ouais. après l'algorithme d'Euclide. Non. Ok. Alors, l'algorithme d'Euclide, quand on dit algorithme, c'est une succession d'opérations, comme un programme. Hein. L'algorithmie, elle vient de là. Donc, l'algorithme d'Euclide, c'est une succession d'étapes, d'étapes bien définies, pour arriver à trouver le PGCD de deux nombres A et B. D'accord? Quelconque. Voilà, donc on peut trouver le PGCD par cette méthode-là, sans passer par la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on va s'exercer pour appliquer cet algorithme. On va le faire pour ces deux nombres, 42 et 98. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'algorithme? Il nous dit la chose suivante. On va diviser le premier, le plus grand, par le plus petit. Quel est le plus grand ici? 98. 98. Donc, on va tout simplement poser la division de 98 par... Donc, ça va nous permettre de réviser aussi les divisions. Et donc, on va diviser 98 par 42. Alors, je vous écoute. Comment je vais procéder? Alors, comment faire pour faire cette division? C'est votre métier, là. Hein? Eh bien, je dis en 98, combien de fois 42? Donc, voilà, tout simplement. Alors, c'est pas parce qu'il y a deux chiffres qu'on va perdre pied. Bah, moi, j'oublie le 2, j'oublie le 8, là. Donc, je me dis 40, 90. Donc là, je ne peux pas aller à 3. Donc, ça va être forcément 2. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que si je passe à 3, 3 fois 40, ça fait 120. Hein, donc, je suis loin. D'accord? Donc, je teste 2. 2, ça va suffire. 1, c'est peu. 2, c'est bien. Donc, je vais multiplier 2 par 2. 4. 2 fois 4, ça fait 8 ici. Et bon, donc je vais faire la soustraction. Donc, 8 moins 4, ça fait 4. Et 9 moins 8, ça fait 1. Là, ce que je viens de faire, en fait, c'est un algorithme, puisque ça me permet de trouver le reste. C'est une façon de définir ce que c'est qu'un algorithme. C'est une succession d'opérations dans un ordre bien défini pour arriver à un résultat bien défini. Ok. C'est bon là où j'ai l'impression d'être seul? Non. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire que Oui. Monsieur Bachar, la calculatrice, elle fait la même chose en fait. Oui, il fait la même chose à quelques... On a vu comment poser Non, la mais division euclidienne. non, mais parce qu'on voit pas on voit pas l'opération que fait la calculatrice quand on fait Oui. le PGCD d'un nombre, de deux nombres, je veux dire. Oui, bien sûr. On ne sait pas ce que la calculatrice, elle va utiliser la décomposition, la décomposition. Mais elle peut utiliser les divisions. Voilà. Donc, on a plusieurs façons d'arriver au résultat. C'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, la première méthode qu'on a utilisée, on a déjà utilisé une première méthode, c'était de lister tous les diviseurs. Rappelez-vous. Et parmi tous les diviseurs communs, on a pris le plus grand. C'était la première méthode. La deuxième méthode qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers, qui nous permet de voir quels sont les nombres premiers présents dans les deux décompositions, et on les multiplie, et c'est terminé, on a le PGCD. La troisième méthode maintenant, en fait, ce ne serait pas la 2, c'est la 3, c'est l'algorithme d'Euclide.
Et l'algorithme d'Euclide consiste à faire des divisions successives jusqu'à arriver à une étape donnée. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc je vous montre comment. Donc on est à la première étape. D'accord? C'est pas grave aujourd'hui si on ne fait pas des exercices, on les fera la prochaine fois. Mais ce que je vous montre, c'est des choses qui peuvent tomber et qu'on peut vous demander au tableau devant un jury. D'accord? Donc c'est important de le savoir. Si vous choisissez cette leçon, par exemple la division qui vienne, on peut vous demander, donc ça peut aller jusque-là. Donc, je divise le plus grand par le plus petit. Et qu'est-ce que je dois regarder? Donc là, je suis en train de faire la première étape. Hein. Là, l'algorithme d'Euclide, je l'applique pour 42 et 98. Je prends le plus grand et je le divise par le plus petit. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, prendre le diviseur et le reste de la division précédente. Deuxième étape. Donc le diviseur, c'est lui. Et le reste, c'est lui. On est d'accord ou pas? C'est lui qu'on appelle le diviseur. Oui. C'est lui qu'on appelle le reste. Eh bien, on va faire pareil. Et on va diviser. D'accord? Le plus grand par le plus petit. Pas forcément. C'est toujours lui le plus grand parce que le reste est plus petit. Donc, je divise lui par lui. Donc, et je vais poser une deuxième division. Je vais préparer mon opération. Que voici. Et là, donc, du coup, je vais diviser 42 par 14. Alors, je vous écoute. Bah, de la même manière, combien dans 42, il y a 2 fois 14? Et donc, 4, 8, donc 3 fois. 3 fois. Bon, là, 3 fois 10, 30. Et 3 fois 4, 12. Donc 3 fois. Donc 3 fois 14. Donc 3 fois 4, 12. 1. 3 fois 1 plus 1, 4. Et on retranche. Et bingo. On arrive à un reste égal à 0. Donc, on doit arriver forcément à un reste égal à 0. D'accord? Donc, vous devez continuer si jamais vous n'avez pas un reste égal à 0. Si j'avais trouvé n'importe quoi, un autre reste ici, bah, je continue à diviser le diviseur par le reste, diviseur par le reste, diviseur par le reste, jusqu'à arriver à un reste égal à 0. Vous m'écoutez? C'est bon, là, c'est entendu? Et le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Eh bien, le dernier reste non nul, là, c'est un reste nul. Celui qui est avant, c'est le PGCD. Donc là, vous avez votre PGCD. Donc, d'après l'algorithme d'Euclide que je viens de faire, le PGCD de 98, 42 est égal à 14. C'est ce qu'on a trouvé, hein, avec la décomposition. OK? Ok. Bah là, vous avez eu de la chance parce qu'il n'y avait que deux opérations. Ah bah oui. J'ai fait en sorte, j'ai fait en sorte d'être chanceux. On est d'accord. On est d'accord. Donc là, j'ai eu de la chance, bien sûr, puisque ça s'arrête ici, mais j'aurais pu avoir 4 opérations qui se suivent. L'algorithme d'Euclide, c'est plus lourd que la décomposition en facteur premier. On est d'accord. D'accord? Donc, si vous avez le choix, on ne vous impose pas une méthode, bah, l'algorithme d'Euclide, il ne faut pas le faire. Décomposition terminée. OK? Mais au concours, on peut nous demander de démontrer l'algorithme d'Euclide. On peut vous demander un petit exemple. Tenez, l'algorithme d'Euclide, pourriez-vous faire, retrouver ce résultat par la méthode de l'algorithme d'Euclide? D'accord, donc on ne sait pas comment on fait, bah, on est mort, quoi. Voilà, mais c'est facile à faire. Voilà. Une fois que vous l'avez vu, vous avez compris. Hein. Oui. Donc, Oui. Voilà. Donc je répète la méthode qui n'est pas compliquée. Donc, je prends le plus grand que je divise par le plus petit et je regarde le reste. Et je divise diviseur par le reste, jusqu'à arriver à un reste égal à 0. Le PGCD, c'est le reste précédent. Point. D'accord? Bon, ça m'étonnerait qu'on vous demande ça, mais quand même, c'est quelque chose qui peut tomber. On va faire un exercice. Alors, du coup, je vais vous demander de me trouver le PGCD de 95 et 57 par la méthode de l'algorithme d'Euclide.
C'est parti? Alors, essayez de prendre un stylo et une feuille. Donc, vous faites les divisions et vous regardez le reste jusqu'à arriver à un reste égal à 0. Donc là, déjà, vous savez que vous allez avoir 3 opérations. C'est pas très énorme. C'est pas méchant. Je commence à préparer les 3 opérations. Ici. Hop. Vous avez le droit de vous aider de la calculatrice, mais moi je vous conseille quand même de faire travailler un petit peu le calcul mental, parce que vous allez en avoir besoin, notamment pour le concours à l'oral, parce qu'on voit très bien quand quelqu'un est à l'aise au calcul mental. Et puis voilà, c'est bien de faire travailler un petit peu le cerveau. Hein. Donc, 95 divisé par 57, on a dit le plus grand par le plus petit, c'est la première opération. Est-ce que vous avez fini la première division? Oui. Oui. Ok. Bon, je pense que vous avez trouvé que 1, 1 fois 57, donc 95. Oui. Là, on ne peut pas trouver 2 fois. Ensuite, donc 5 moins 7, bah, je ne peux pas. 15 moins 7, ça fait... Alors, il y a 2 façons de faire. Hein. Il y en a qui cassent ici une dizaine. Bon, chacun fait sa façon. Il y en a qui mettent le 1 après ici. Bon, vous qui voyez. Mais Donc, comment 15... vous l'enseignez aux élèves, la division? De quelle façon vous? Alors, la division clinienne, bah là, Ou la division tout court, oui. Ouais. On commence toujours par la division clinienne. Bah moi, je l'enseigne de cette manière-là. Donc, du coup, je regarde, il y a combien de 57 dans 95. Bon, en général, vous n'allez pas avec des chiffres, avec des nombres assez grands, hein, pour commencer. Et ensuite, vous faites la soustraction, vous avez votre reste. C'est terminé. D'accord. Okay. Alors là, ce que j'écris à gauche, c'est plus la division, c'est plutôt la soustraction. Oui, oui, bien sûr. Hein. Donc là, je suis en train de dire comment faire pour soustraire 7 de 5. Et comment vous allez faire? L'élève, on ne peut pas enlever 7 de 5. Donc vous allez... on imagine qu'avant d'arriver à l'étape de la division, l'élève a appris oui. la soustraction. Bah oui. Donc, la division, c'est la dernière étape. Hein. Bah oui, on est d'accord. Oui. Donc du coup, je parle juste de la soustraction. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher une dizaine. Il me faut une dizaine. Donc il y a 2 façons de faire. Donc vous enlevez une dizaine ici. Donc il va vous rester un 8 ici. Et cette dizaine est passée là. Donc 15 moins 7, ça fait 8. D'accord? Et donc 8 moins 5, ça fait 3. Alors une autre école, elle va dire, bah voilà, donc on va prendre un 1 et on va le retrancher ici, mais ça revient à la même chose. 9 moins 6, ça va donner 3. Donc chacun fait à sa manière. Mais en tout cas, il faut être clair devant vos élèves. La méthode la plus logique, c'est de dire, je vais chercher une dizaine. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai fini ma division, on est d'accord, hein. Donc je trouve un reste inférieur à 57, donc tout va bien. Donc si je trouve un reste plus grand que 57, c'est que je me suis trompé, c'est que c'est pas 1, c'est 2. La division, c'est l'opération qui n'est pas vraiment appréciée par les élèves, je vous le dis clairement. Hein. Parce que bon, parce que c'est pas inné, on ne fait pas ça tous les jours. Comme la soustraction, hein. Les additions, bon, ils vont aimer, mais les soustractions, ils ne vont pas aimer. Hein. Ce n'est pas un calcul naturel, soustraction. L'addition, c'est naturel. On additionne, donc ça monte, ça grandit, et c'est assez facile. On construit facilement des nombres par addition. La soustraction, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra les accompagner avec méthode et être vous-même convaincu par la méthode que vous allez choisir.
C'est là où on est dans la didactique et dans la pédagogie. D'accord? Donc c'est ce travail-là que verront les inspecteurs et verra le jury le jour de l'oral. D'accord? C'est cette aisance-là, donc il faudra quand même la travailler. Bon, on n'est pas à l'oral aujourd'hui, hein, on est qu'à l'écrit, mais voilà, préparez-vous à ça. Posez-vous toujours des questions. Comment je vais expliquer ça à un élève voilà, très petit qui n'a jamais fait ça, et puis je suis avec lui, et comment faire? C'est très dur. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc je vais juste compléter ce que je viens de faire. Donc ici, 57 fois 1, plus un reste égal à 38. Alors maintenant, on va continuer jusqu'à avoir un reste égal à 0. Donc on va diviser quoi par quoi? 57 par 38. Voilà, donc je continue l'aventure. Donc, on est d'accord que c'est qu'une fois, c'est pas... Voilà. Et je continue avec l'histoire. Donc, 7 moins 8, donc c'est pas possible. Et si j'en prends 1, une dizaine, donc il va en rester 4. 17 moins 8, ça fait combien? 9. 9. Et 4 moins 3, ce qui nous fait 1. Eh bien, on a fini la deuxième étape. Donc, 57, ce qui va me donner 38 fois 1, plus 19. On continue. Et donc là, c'est presque fini, puisque 38 est le double de 19. Donc, j'obtiens un reste égal à 0. Ok, donc je vais l'écrire ici. Donc, 38 égale 2 fois 19 plus 0. Et donc, le PGCD de 95 et 57 est égal à... On a 19. dit, voilà, on a dit que c'est le reste non nul. Le premier reste non nul, enfin le dernier reste non nul, pardon, donc c'est 19. Ok, donc voilà une méthode. Bon là, c'est là pour le coup. Bon, en 3 opérations, c'est terminé, quoi. Hein. Essayez de retrouver le PGCD par la décomposition en facteur premier. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au départ? On doit décomposer d'abord 95 et 57. Oui. Allez, je vous laisse me décomposer les deux. Alors, le 95, je vais le faire ici. Et le 19, je vais le faire, pardon, c'est pas 19. Le 57, je vais le faire là. Donc là, c'est une question supplémentaire. Hein. C'est bon pour moi. Ok. Pour le 95, les deux? Pour les deux. Ok, parfait. Oui, moi aussi. Très bien, alors on corrige. Alors, pour ceux ou celles qui, je parle à ceux qui nous regardent en replay, qui ne sont pas assez rapides pour le moment dans ce genre d'exercice. C'est pas gênant. Hein. On ne vous demande pas d'être rapide, on vous demande d'être efficace. Donc là, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice. Je vous conseille quand même de développer le calcul mental, puisque franchement, le calcul mental, c'est d'abord votre outil de travail. Et c'est ce que vous allez transmettre à vos élèves, hein, l'envie d'apprendre à calculer mentalement. Le calcul astucieux passe par le calcul mental. Hein. Il y a des schémas de calcul, d'automatisme qui vont se créer en fait dans vos manières de voir les nombres. Et ça passe d'abord par le calcul mental. La calculatrice, c'est un massacre en fait qui a été fait
à l'école française, c'est l'usage excessif de la calculatrice. Et moi, je vous montre la calculatrice parce que c'est quand même utile pour ton cours, mais à force d'utiliser la calculatrice dans tous les niveaux, hein, collège, lycée, on a formé des citoyens qui n'étaient plus capables de voir des choses évidentes autrefois pour notre génération. Des choses évidentes en mathématiques, j'entends. Hein. Et malheureusement, ça, c'est l'usage excessif de la calculatrice à tous les niveaux, même à des niveaux supérieurs. Hein. Donc aujourd'hui, on a des étudiants qui sont parfois incapables de faire un petit calcul de rien du tout, quoi. Bon. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de faire cet effort. Au début, ça va être difficile, mais plus vous allez vous exercer, plus vous allez être à l'aise face à cet exercice. Donc je passe à 95, donc du coup, vous avez divisé par 5. Oui, c'est ça. Là, ensuite, ça donne 95, oui. Ça fait 5 fois 19. Donc, vous allez trouver ici 19. Et donc, 19, 1. Divisé par, donc, voilà, 1. Donc, 5 fois 19. 19 est un nombre premier. On a la décomposition. Pour 57. Et pour 57, donc 57 divisé par 3. Voilà, donc là, c'est un multiple de 3. 7 plus 5, ça fait 12. Et donc, magique, on va trouver 19. 19. Le premier. Et donc, 3 fois Voilà. 19, ça donne 1. Ça fait et donc, voilà. Donc, on a les décompositions des deux nombres. Donc, maintenant, pour trouver le PGCD, pas très compliqué. Il suffit de repérer les facteurs premiers communs aux deux. D'accord? Donc là, j'ai un 19 et un 19. Donc, le PGCD est égal à 19. Terminé. Si j'avais eu, je dis n'importe quoi, là, fois 19 ici 2 fois, et ici fois 19, fois 19, 3 fois. Eh bien, en fait, je vais entourer que 2. Donc, le PGCD serait 19 fois 19. 19 au carré. Mais pas 19 fois 19 fois 19. D'accord? OK? Voilà. Oui. C'est pas le cas ici, hein, mais bon, c'était juste pour expliquer au maximum ce qu'on a vu auparavant. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de cette séance. Donc, voilà, j'ai essayé de présenter les deux méthodes, enfin les trois méthodes. Donc là, je répète un peu, je résume un peu ce qu'on a vu. Donc, la première, c'était celle qu'on a vue la séance précédente, en listant tous les diviseurs et en regardant le plus grand parmi les communs aux deux nombres. La deuxième qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est avec la décomposition en facteur premier, qui marche assez bien. Et enfin, la troisième, c'est l'algorithme d'Euclide, qui consiste à faire des divisions successives, prendre le premier, le plus grand par le plus petit, et ensuite diviseur sur le reste, et jusqu'à arriver à un reste égal à 0. Et le PGCD de ces deux nombres, c'est tout simplement le dernier reste non nul de cet algorithme. Je pense que ça a été clair pour tout le monde. Alors, je vais juste décocher là, hop. Donc, arrêtez. Voilà. Bon, est-ce que ça a été pour une reprise après les vacances? Bon, on n'a pas fait beaucoup d'exercices. On n'a fait que des exercices d'application directe. La prochaine fois, on fera des exercices type concours, d'accord, qui sont censés utiliser le calcul du PGCD. Et on verra aussi l'utilisation de la décomposition en facteur premier pour calculer le PPCM. Moi, j'ai une question, Monsieur Bachat. En fait, je me souviens plus à chaque fois, on utilise le PGCD et le PPCM dans des problèmes, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Ah ben voilà, c'est parfait. Eh ben oui, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. On va voir dans quel problème on va utiliser les PGCD, dans quel cas nous allons utiliser le Voilà, PPCM. parce que j'arrive jamais à savoir en fait dans quel cas utiliser et à chaque fois je me trompe en fait. Et je sais en fait que voilà qu'il faut utiliser soit le PPCM, mais je me souviens jamais en fait. Ok. Alors, c'est bon. Déjà, une petite indication assez rapide sur ça. Dans quel cas on va utiliser le PGCD? On va l'utiliser dans le cas d'exercice qui va nous demander de chercher un diviseur
de diviser deux quantités par un même nombre, Ok, et on veut qu'il soit le plus grand possible. d'accord. D'accord? Donc, on est dans le cadre d'une division par un nombre, et on veut qu'il soit le plus grand possible. Donc, si tu retrouves ces termes-là dans ton raisonnement, c'est que ce sera le PGCD. Le PPCM, c'est souvent quand vous allez faire, par exemple, vous allez avoir deux roues, une petite et une grande, et on va vous dire, ben voilà, un élève qui va tourner autour de cette roue, autour de ce cercle, l'autre qui va tourner autour de l'autre cercle, à quel moment ils vont se croiser? Donc l'un tourne autour d'un cercle petit, l'autre tourne autour d'un cercle plus grand. À quel moment ils vont se croiser à un certain endroit? Eh bien, ils vont se croiser quand ils vont faire la même distance. D'accord. Et donc, on va aller chercher le nombre le plus petit commun multiple. Donc, c'est-à-dire en faisant le même nombre un certain nombre de tours à droite, un certain nombre de tours à gauche, et on va se retrouver au même endroit. Bon, on fera des exercices, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Après, c'est des exercices types qui tombent assez souvent, c'est les mêmes. Ok, ben voilà, oui, ok. C'est les mêmes, hein, c'est pas, voilà. Donc, oui, ça revient tout le temps, en fait. C'est toujours le même, mais à chaque fois, ben voilà, je mets longtemps à réfléchir. Alors pourtant, je sais la méthode, mais j'ai du mal, en fait. Oui. Non, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais après, quand on a la méthode, ça va vite. Ben, on retient que PGCD, quand il s'agit de chercher à diviser deux quantités par un nombre commun, le plus grand possible. Voilà. D'accord. OK. Après, Monsieur Bachat, avec les élèves, est-ce que vous prenez par exemple une recette de cuisine? Oui. Avec un nombre d'ingrédients, je sais pas, par exemple des tartelettes à faire, il y a 50 framboises, combien je peux faire de tartelettes? Ça peut être comme ça aussi, oui. C'est comme ça, ouais. Voilà, D'accord. on a deux ingrédients, voilà, et on voudrait composer, ou bien en général, c'est des bouquets de fleurs avec deux types de fleurs. On voudrait composer le maximum de bouquets, d'accord? Donc un grand nombre on cherche un grand nombre, hein, et la composition, il faut qu'elle soit la même dans tous les bouquets. Donc là, on voudrait diviser deux quantités, c'est-à-dire la quantité de nombre, le type 1 de fleurs avec le type 2. On va essayer de diviser par le même nombre, mais ce nombre, il faut qu'il soit le plus grand possible si je veux faire un maximum de bouquets. Voilà un type d'exercice. D'accord. Donc ça va tourner autour de ça, en général. Ça peut être aussi, on va avoir un rectangle, une surface à carreler par des carreaux, d'accord? Et on voudrait utiliser le maximum des carreaux les plus petits possibles. Donc il faudra diviser la longueur et la largeur par un nombre, le même nombre, le plus petit possible, d'accord? Pour avoir le maximum par exemple, hein, je vous donne des exemples comme ça, hein, en vrac, mais ça tourne, c'est des exercices types qui reviennent assez souvent. Vous allez nous laisser des exercices sur Teams à faire ou pas pour la semaine prochaine? Alors, pour la semaine prochaine, déjà sur le PGCD, je vous ai mis des exercices sur la série. Il y en avait 2 ou 3. Là, vous allez pouvoir les faire. Parce qu'on n'a pas fait toute la série. Donc maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, vous allez pouvoir les faire tranquillement. Et après, il est probable que je vous en donne d'autres, peut-être sur Labomep. D'accord? Sur Labomep, calcul de PGCD, avec la méthode de décomposition sur Labomep. Comme ça, ils sont corrigés automatiquement et vous verrez vos erreurs. D'accord? Ok. Donc c'est plutôt Labomep et les autres, on les fera en direct. On corrige d'abord ceux que je vous ai déposés en ligne et on en fera d'autres en live. Ok? Allez, je vous dis passez une bonne soirée. Merci vous aussi. Merci beaucoup. Et bonne reprise à tous celles qui reprennent l'école. Hein? Merci. Et à la semaine prochaine. À mercredi prochain. Au revoir. À mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.